Madame, Messieurs, merci de suivre ce magazine kiosque de ce 19 mai 2023. Nous avons deux invités dans ce plateau. Avant de vous présenter, Madame, Messieurs, tout d'abord, l'actualité ce 19 mai est marquée par les manifestations retenues pour ce 20 mai. 20 mai, date historique, jadis célébrée à la Deuxième République. C'était la fête du mouvement populaire de la révolution MPR, si je ne m'abuse. Et hier, il y a plusieurs rendez-vous. D'abord, au niveau de la commission électorale indépendante, c'est les observations de l'audit du fichier électoral faites par les experts qui seront déposés. Et puis, un autre rendez-vous, 3 d'ailleurs, ce sont des manifestations publiques. Première manifestation, ce sont les opposants avec Fayulu, Sesanga, Moïse Katumbi et Matata Ponyo qui seront dans la rue pour, entre autres, manifester contre la vie chère, contre le processus électoral qui juge non crédible, contre plusieurs autres sujets. Et puis, l'ACP de Ngobila sera également dans la rue. Ils auront une manifestation, l'ACP de Ngobila, c'est au niveau de Massina. Autre manifestation, ce sont des jeunes de l'UDPS qui eux aussi seront dans la rue. Et le gouverneur de la ville, Jontini Ngobila, a tracé des itinéraires pour la marche de l'opposition, pour celle de jeunesse de l'UDPS. Alors nous allons analyser toutes ces actualités avec nos deux invités. Le premier est déjà là, Marc Gardidiana. Bonjour. Bonjour madame, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à la grande équipe CCTV. Alors le 20 mai, c'est déjà demain. La Deuxième République, c'était les MPR. Hein. Aujourd'hui, on chantait à la gloire du maréchal, on célébrait le mouvement populaire de la Révolution. Vous gardez encore des souvenirs de cette date historique? Ben, je crois que le 20 mai, comment ne pas à se souvenir de cette date, de lors qu'on a tout un stade pour les amoureux de foot comme nous qui a immortalisé cette date aussi importante. Donc je crois qu'aujourd'hui ça nous rappelle non seulement quelques faits benins, mais surtout beaucoup de mauvais souvenirs, c'est-à-dire cette société kakistocrate, cette société oligarchique, cette société dictatoriale, c'est vrai. Mais au-delà de ça, il y avait quand même un élément essentiel, c'est que le Congo, encore le Zaïre à l'époque, était un État avec de citoyens. Certes, soumis à un pouvoir dictatorial, mais qui avait encore le sens de la citoyenneté, le sens de l'idéal commun. C'est vrai qu'il y a une part de mauvaises choses, il y a une part de bonnes choses pendant cette période-là. Vous vous souviendrez encore, j'aime bien cette anecdote de Rick Izami, il dit s'il fallait organiser un sondage, mettre les différents présidents qui ont été à la tête de la République démocratique du Congo ensemble en vie et tirer un sondage, on se rendra compte que Mobutu battra les autres calmement parce que c'est le seul qui a réussi à donner à la fois le pain et la paix. C'est une réalité. Au-delà de la forme de l'État, au-delà de considérations d'ordre général, c'était quand même une société où moi je m'estime que ça valait la peine de se faire appeler citoyen. On s'appelait d'ailleurs citoyen parce qu'on connaissait le sens de l'État, on connaissait ce que ça voulait dire être un citoyen pour sa République. Mais il faut dire vrai, le mal a pris les déçus sur le bien, mais n'empêche qu'aujourd'hui on doit reconnaître la part de l'histoire de Joseph Désiré Mobutu qui aujourd'hui, en tout cas on se rend compte qu'il y a quand même quelques acquis qu'il aurait laissés qui disparaissent du jour au lendemain. Alors le MPR, le 20 mai, ça rappelle quand même le monopartisme, la dictature, tout le monde devait obligatoirement chanter pour la gloire du MPR. On avait un parti-État, en fait proche un peu de l'exemple du communisme avec la Chine aujourd'hui, c'était un modèle, mais dans un monde démocratique aujourd'hui, ça paraît très malsain. Mais c'est comme j'ai l'habitude de le dire, je me partage toujours entre le fait d'être juste et être vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, cette démocratie à la mode occidentale a apporté quelque chose? C'est là où je vous dis qu'il y a quand même un bémol. Aujourd'hui, on s'est donné la peine d'être, certes, oui, on peut dire, un État démocratique, comme on le veut bien. Moi, j'estime que c'était qu'un idéal, c'était une perspective que jusque-là, on n'a pas encore atteint convenablement. Mais on se rend compte aussi que cette démocratie, à la manière dont on l'a prise, ces mimétismes qu'on est en train de faire, est en train de détruire certaines valeurs en interne entre nous. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps que les intelligences congolaises essayent de réfléchir pour éviter, parce que j'ai l'habitude de le dire, je ne cesserai jamais de le répéter, le Congo atteint une misère intellectuelle, c'est-à-dire rempli des diplômés, rempli
de DEA rempli de gens qui ont cette présomption de la connaissance, mais incapables de pouvoir adapter cette intelligence aux réalités de la RDC. Et c'est ça, malheureusement, pour moi, cette misère intellectuelle. Il faut, à ces niveaux ici, réfléchir à des modèles adaptés au Congo, parce que la réalité congolaise est bien différente de beaucoup d'autres États dans le monde. Ah, merci, Maire Gadi. Alors, vous serez face à Joël Cadet. Bonjour, Joël. Bonjour, Gisèle. Alors, vous entrez directement dans le vif du sujet. C'est le 20 mai. Nous faisons une marche en arrière par rapport à la célébration de cette date qui à l'époque du maréchal, c'était on célébrait le MPR. Alors, qu'est-ce que vous gardez encore comme souvenir de cette date? Bon, je voudrais bien parler de la date du 20 mai, mais il y a également une date que nous avons omise, et c'est celle du 17 mai. Mais avant d'y arriver, je voudrais, si vous me permettez, un tout petit biscuit, l'émission, dire au nom du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique que on est un peu très surpris par la déclaration du porte-parole de l'intersyndicale de l'EPST, M. Matondo, hier, parce que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Maba, a instauré un climat de dialogue permanent au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, où on traite d'égal à égal entre le gouvernement, par lui représenté dans ses sous-secteurs, et le syndicaliste. Et la convention était que aucun des deux partenaires ne peut surprendre l'autre. Mais là, c'est l'intersyndical qui surprend le ministère pour perturber l'éducation des enfants. Vous savez, dans ce pays ici, que le gouvernement, qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, le gouvernement va accéder aux desiderata des enseignants, des travailleurs, des employeurs. Mais aujourd'hui, il faudrait que l'on se pose la question sur la qualité ou l'apport du syndicalisme dans le développement de notre pays. Ça pose un sérieux problème. Parce que on sait que l'on veut ou non, les arriérés seront payés. Les primes et consorts seront payés. Mais quand on perturbe l'année scolaire qui tend vers la fin, nous avons convenu ensemble avec les banques syndicales que nous devrions atterrir dans un climat apaisé, dans un climat doux. Mais là, ils décrètent une grève. Je crois que c'est le moment de les inviter à beaucoup de sagesse, à beaucoup de responsabilités, parce que toutes les grèves qui ont eu lieu dans ce pays ont causé comme conséquence la réduction de la qualité de l'enseignement dans notre pays. Mais ventre affamé, Joël, pour pas aussi. Mais regardez comment les enfants. Comment ils vont enseigner avec un ventre affamé? Mais regardez comment, madame, aujourd'hui, moi, j'ai difficile de recevoir les stagiaires dans ma maison de presse, Impact News. Pourquoi? Parce que vous recevez un licencié, vous recevez un gradué, vous lui demandez de vous rédiger un papier, mais vous réalisez que ça ne va pas. Et tout ça, ce sont les retards, ce sont les grèves qui ont été créées. Mais malgré tous ces retards, malgré toutes ces... aussi des maudits salaires. Oui, mais écoutez, mais durant toute la période où Kabila a régné dans ce pays ici, on a augmenté au salaire de l'enseignant 12 000 francs durant 18 ans. Mais depuis que Félix Antoine Tshisekedi est là, depuis 2019, on est parti de 120 000 francs congolais, on est à 420 000 francs. Et ils revendiquent quoi alors? Non, c'est l'augmentation, ce sont les conventions de Mbouela. Normalement, on avait décidé qu'on devrait augmenter les primes de l'enseignant. On s'était convenu qu'on devrait payer les prestations de TENAFEP 2020, 2022, 2021, 2020, 2022, Vous allez vous rappeler de cette polémique qu'avait créée l'inspecteur général aux finances pour dire que non, le ministre Tony Maba tentait de détourner de l'argent. Donc il y avait une tentative de détournement. Donc même une déformation du droit, tout simplement parce qu'il voulait se faire une publicité inutile. Et depuis tout ce temps, et les gens comme ils ne savent pas que toutes les dénonciations que fait M. Ligef, il a en tant qu'aviseur 40% de primes comme sur tout ce qu'il y a comme les pénalités, ainsi de suite. Bon, les gens ne savent pas qu'il en tire des dividendes, malheureusement.
ça s'est passé de cette manière-là. Mais je crois qu'il y a lieu que nous appelions Madame Cécile Chiombo, que nous appelions M. Matondo, M. José, qu'ils reviennent au bon sens, parce que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a instauré un climat de partenariat, de dialogue permanent. Donc il faudrait qu'ils reviennent au bon sens. Parce que vous avez parlé de la date du 20 mai. Oui. J'aimerais revenir à la date du 17 mai également, qui est une date où c'est une date de l'humiliation nationale. C'est une date qui devrait en principe être supprimée en termes de jours fériés. Si on doit remettre cette date-là comme jour férié, je crois que les Congolais, nous devrions déchirer nos habits, nous verser du cendre, nous verser du sable sur le corps pour dire que c'est la date où la RDC a été inhumée, où la RDC a été enterrée à cause de la cupidité, à cause de l'immoralité de certains Congolais qui ont pactisé avec le diable, qui ont pactisé avec Kagame, qui ont pactisé avec l'Ouganda, qui ont pactisé avec Museveni, qui ont pactisé avec Pierre Bouyoya à l'époque pour enterrer la RDC. Donc c'est une date où nous devrions marcher pratiquement pieds nus, où les églises devraient nous inviter à prier pour que la RDC sorte de cette malédiction. C'est la date où nous avons eu dans ce pays ici un premier ministre, Bouguera, un étranger. Nous avons eu un ministre des Affaires étrangères, un étranger. Nous avons eu un chef d'état-major général, Kabarebe, un étranger. Donc c'est une date où, en principe, moi j'en appelle vraiment au sens des responsabilités du nationalisme de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de construire pour nous un mémorial où nous devions aller nous incliner pour pleurer les 12 millions de Congolais qui ont été tués. Mais à l'époque, tout le monde était content de voir que des gens qui en avaient marre du maréchal Mobutu, et voilà, Mouzé a utilisé tous les moyens possibles pour le faire partir. Tout ça, c'est parce que Mobutu n'avait pas compris que le glas avait sonné. Il n'avait pas compris que le glas avait sonné. Et supposons qu'aujourd'hui que Mobutu, par exemple, s'était arrangé, comme l'a fait Mathieu Kérékou au Bénin, pour laisser le pouvoir, par exemple, à Lunda Bouloulou, qui encore aujourd'hui est encore vivant, à Kengo Adondo, qui encore aujourd'hui est vivant, ou à certains de ses collaborateurs. Mais Mobutu, qui pendant 5 ans de la prise de son pouvoir, de 1965 à 1971, le pays a connu une stabilité. Il a instauré la territoriale des non-originaires. Ce qui a permis que moi, aujourd'hui, je puisse vous parler toutes les 4 langues nationales. Je puis vous parler toutes les 4 langues nationales. Pourquoi? Parce que la territoriale et l'armée et la police ou la gendarmerie ou l'enseignement des non-originaires nous ont permis, nous, de fréquenter toutes les provinces. Et je ne pouvais pas m'imaginer, je ne pouvais même pas me poser la question, Gisèle, vous êtes de quelle province? Je ne pouvais pas me poser la question en face de mon ami et mon frère, Mike Gardi Diana, en face de moi. Je ne pouvais pas lui demander d'où vous venez. Chose qui ne se fait pas aujourd'hui alors. Chose qui ne se fait pas aujourd'hui. Tout simplement parce que Mobutu l'avait compris et il avait dit, après moi, ça sera le déluge. Et Mobutu avait compris. Parce que les colonisateurs, les Belges, avaient compris que pour détruire la RDC, il faut instaurer une gangrène. La gangrène s'appelle le tribalisme. La gangrène s'appelle l'ethnicisme. C'est-à-dire, il faudrait remettre les gens dans leur province pour que ça crée des troubles. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà pourquoi quand il dissout l'MPR, parti État, il démissionne de la tête du MPR, parti État, il réinstaure la territoriale des originaires. Et qu'est-ce que la territoriale des originaires nous a apporté aujourd'hui? C'était l'épuration ethnique au Katanga, qui ne peut plus se faire aujourd'hui parce que les gens pensent que c'est encore possible aujourd'hui que ça se passe au Katanga. Ce qui est faux. J'ai entendu mon ami et mon frère d'enfance, Timothée Mbouya, le dire sur RFI. Je vais lui dire qu'aujourd'hui, il est impossible. Peut-être qu'on organise les massacres de quelques individus, mais c'est impossible aujourd'hui parce que dans la plupart des villes katangaises, vous y avez
les non-originaires qui sont plus nombreux que les originaires, que les autochtones. Donc, il y a des choses qui ne peuvent plus se faire aujourd'hui. Et si aujourd'hui, si hier, en 1992, il y a eu l'épuration ethnique, c'est parce que c'est le pouvoir étatique qui avait organisé cette épuration ethnique, qui avait organisé ces génocides. Mais si aujourd'hui l'État, par exemple, la police est tenue par un non-originaire, l'armée est tenue par un non-originaire, comment est-ce qu'on va laisser qu'un gouverneur... Et puis, quel est ce gouverneur-là? Qu'il s'agisse de Masuka, de Kiabula ou du gouverneur de Olomami qui vont se permettre de faire cela alors que chaque jour, ils chantent Fachi Béton. Donc, c'est pour vous dire que c'est une date également malheureuse pour notre pays. Le 17 mai. Mais aujourd'hui, on qu'il s'agisse de 17 mai, ou de 20 mai, ce sont les dates d'une malédiction pour notre pays. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, Joël Kadi. Alors, Diana, le 20 mai, donc demain, il y a plusieurs rendez-vous, notamment avec le DIT. C'était du 15 au 20, hein. Normalement, les observations doivent être rendues au plus tard demain 20. Demain 20. Mais on a suivi le comité laïque de coordination qui a critiqué ce processus, qui tient à ce que vraiment qu'il y ait des concertations avec des partis politiques parce que les experts ne sont pas crédibles. Est-ce qu'il faudrait-il qu'on puisse faire cet audit, refaire cet audit à la demande de tous ceux qui sont en train de critiquer la désignation des experts? Merci, la question est pertinente. Permettez-moi de faire un petit bond en arrière pour revenir sur la question de la date du 17 mai. Je crois que, faut dire vrai, je vais dire à mon aîné Joël Kadendanga, la date du 17 mai, c'est vrai, peut paraître comme il le dit. Et moi, je suis d'accord, ici, le nom de Lunda Bouloulou et les autres, le Kengo Agondo, mais ma foi, je poserai la question, ces gens-là ont-ils travaillé avec M. Laurent Désiré Kabila ou pas? Il ne faudra pas qu'à un certain moment, qu'on essaye d'effacer la conscience collective et remettre constamment en question. Je ne pense pas que Joseph Désiré Mobutu, qui, ayant toute la force à sa disposition, allait laisser le pouvoir par une voie pacifique. Sinon, croyez-moi, Etienne Tshisekedi l'aurait pris aussi. Il a fallu une force pour pouvoir envoyer une force. Si Mouzé Laurent Désiré Kabila devrait être un traître, ces types-là seraient encore en vie. On ne peut pas dire ici quelqu'un qui est... Je crois qu'il a le sang révolutionnaire comme moi. Aucune révolution dans le monde ne s'est menée seule. Dans la révolution, il y a toujours des dynamiques. Cet homme-là a mené une révolution pour pouvoir nous permettre aujourd'hui d'entrer dans la logique d'un État normal. Il faut pactiser avec le diable pour faire non, ça. quand vous dites pactiser le diable, Non, mais les rébellions... je sais que vous parlez au Rwanda, mais je vous dis, l'histoire entre la RDC et le Rwanda date de quand? Est-ce que le problème entre la RDC et le Rwanda date d'aujourd'hui? Avant que M. Laurent Désiré Kabila n'arrive, il y avait des Bisengimana qui étaient dans les appareils sécuritaires et politiques ici. Le Rwandais, il y en a autant et il y en a encore. Vous ne pouvez pas cracher sur un acte qui a permis à l'État de pouvoir reprendre le cycle normal d'un État. Et au-delà de ça, quelqu'un qui, certes dans sa révolution, s'est rendu compte de l'implication étrangère sur son sol et a donné de sa vie. M. Laurent Désiré Kabila savait qu'il allait mourir pour la direction qu'il avait prise. Il savait que la décision qu'il a prise de sauvegarder, de ramener les intérêts congolais au détriment de ses partenaires qui l'ont aidé à renverser le pouvoir de Mobutu, allait lui coûter la vie. Il pouvait, comme bon nombre de chefs de l'État, trouver des compromis avec ses Occidentaux et rester au pouvoir. Il ne l'a pas fait, il a accepté de le payer au prix de sa vie. Il ne faudra pas qu'on crache dessus. Et je ne pense pas, je crois que d'une manière ou d'une autre, que ce soit Félix Tshisekedi Antoine, de par le courant de son père, Etienne Tshisekedi Omulumba, sont tous de la lignée des Lumumbistes. Ils ont le sang révolutionnaire, ils savent reconnaître le fait de l'histoire au-delà des dommages et des erreurs qui peuvent arriver sur le chemin. Je crois qu'à ce stade ici, les Congolais doivent le savoir. Cette date-là est une date importante. Au-delà de ses vicissitudes, c'est une date qui aujourd'hui a permis à ce que Joseph Désiré Mobutu, qui commençait à prendre la place du roi, puisse quitter le pouvoir. En dehors de ça, il n'y avait pas une autre solution.
Je reviens sur la question de la CENI. Je voudrais rappeler ici, quand vous parlez de la SENCO et tous les autres, c'est une certitude qui parle de la crédibilité. Posons-nous la question, quand on parle de la crédibilité, on parle de quoi? Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui était, une dame qui a été plusieurs fois président d'une commission électorale nationale indépendante, qui pendant plus de 15 ans exerçait le rôle d'expert dans des organismes, qui aujourd'hui a une expertise reconnue sur le plan international, ne pouvez pas dire qu'il y a un problème d'incompétence. Les individus sont facilement manipulables, qu'il y ait des organisations. Autant que les organisations. Je peux vous le prouver. Quand vous me dites que les individus et les organisations sont autant manipulables. Ça, c'est la gangrène de la RDC. On ne saura pas s'en défaire maintenant. Je pose une question. Quelle est la contrainte légale qui oblige à la CENI de pouvoir aller faire le dit et le faire de la manière dont les gens le disent? Il n'y en a pas. Elle n'est pas contrainte. C'est par rapport à la transparence du processus. Justement, c'est un fait de gestion. Qu'il soit transparent, ouais. Vous revenez là où je suis. C'est un fait de gestion. Et vous savez que cette CENI-là a voulu garder l'option de l'institution qui a l'habitude de nous accompagner depuis 2006, dont le dit du fichier électoral, l'OIF. Si aujourd'hui l'OIF décide de dire que non, nous on ne peut pas le faire pour des raisons de temps, vous voulez quoi? Qu'on embrase la République? Croyez-moi, la CENI pouvait aussi décider de dire, écoute, on lance l'appel à candidature pour des cabinets privés. Mais quelle est la garantie que vous estimez que ces cabinets privés ne pouvaient pas être manipulés? Entre un cabinet qui, en soi, est une entreprise qui n'a d'intérêt que le chiffre d'affaires et des personnalités qui ont une crédibilité à garder, quelle est la meilleure option pour vous? Un cabinet d'audit, oh, croyez-moi, c'est une entreprise, donnez-moi le deal, tant qu'on peut trouver un compromis et que ça permettra de mettre $1 dans les caisses de l'entreprise, ça va. Mais que pensez-vous des personnalités qui ont une crédibilité après, dont la vie dépend de la crédibilité de ce qu'ils font? Alors, vous trouvez normal qu'une opération qui a été faite jadis en 21 jours et ça permet d'extirper 6 millions de faux électeurs et qu'aujourd'hui ça puisse se faire en 5 jours avec le nombre de faux électeurs qui peuvent en sortir? Est-ce que le Congolais pouvait comprendre qu'un processus d'enrôlement qui autrefois prenait 16 mois puisse se faire en 4 mois? C'est ça le problème. Nous sommes un État appelé à évoluer. Ce qui constituait la faiblesse autrefois, c'est ça le bonheur de l'État, c'est que même quand on évolue, quand on fait un effort de prendre la maturité, les gens considèrent cette maturité comme étant une faiblesse. On a quand même maintenant à notre actif 4 processus électoraux. Avec des contestations, avec des réclamations. C'est il faut qu'on puisse tenir compte de tout ça également pour que ça soit le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, on acquiert de l'expérience et de l'expertise. Ça nous permet à nous de pouvoir corriger tout ce qui peut être des éléments nocifs dans le facteur temps, dans le facteur technicité. Merci. Et c'est à ce niveau ici, c'est une réalité de fait. Je crois ici que la meilleure des choses. Quand vous parlez, vous citez le centre Carter et les autres, je vais vous dire une vérité. Parce que, après que l'OIF ait décliné, pour des raisons stratégiques, j'ai l'habitude de le dire, l'Église catholique était la première, via ses structures, à vouloir prendre part à cette situation. Ah bon? Je vous donne l'information. Mais le problème, c'est que quand vous êtes déjà accrédité comme étant observateur, vous ne pouvez pas être jugé parti. On ne peut plus redonner aux mêmes institutions la possibilité d'aller auditer un fichier électoral et par la suite revenir encore être observateur. Mais c'est la même remarque, je donne la parole à Joël Cadet, c'est la même remarque que l'Église catholique a fait à la CENI, qui lui-même qui doit être audité, choisit les personnes qui devront faire cette opération. Qui devrait choisir la place de la CENI? De répondre. Non, alors, non, regardez, permets-moi de chuter. Oui. C'est pas question de répondre. C'est là où je dis que tu sais, avant de pouvoir parler de certaines histoires, il faut tenir compte des arcs-boutants. C'est quoi les bases solides? Seule la CENI, même l'OIF, qui a saisi l'OIF? Qui a appelé l'OIF? C'est la CENI. Cette CENI-là a estimé que puisque de l'autre côté, on ne peut pas trouver une solution, on ne veut pas aller chercher c'est-à-dire on crée un consortium, des gens qui ont de l'expertise et le moyen. On lance l'appel à candidature. S'il y a des cabinets qui estimaient qu'ils pouvaient faire ce travail-là, la porte était grandement ouverte de pouvoir postuler et prendre part. C'est pas qu'il a fait, c'est pas que la CENI a décidé de qui devrait faire ça. C'est-à-dire que la CENI a lancé un appel à candidature et les gens ont postulé en fonction de l'expertise trouvée sur place. On a constitué une équipe pour pouvoir faire ce travail-là. Les débats sociaux autour du temps. Remettre en question un acte
sans pour autant voir les bases solides pour pouvoir dire est-ce que était-elle en mesure de pouvoir le faire, oui ou non. Depuis toujours, c'est la CENI. C'est comme je vous ai dit ici, légalement, il n'y a pas une contrainte qui oblige la CENI d'aller faire cet audit. Mais pour des faits de gestion, pour des raisons de transparence, cette CENI-là l'a fait. Je crois que c'est le genre de questions qui auraient pu trouver des réponses. C'est là où je dis qu'à un certain moment, il faudra qu'on arrête cette politique-là, la politique subjective. S'ils avaient pris le temps de pouvoir prendre part aux portes ouvertes, ils auraient posé toutes les questions nécessaires et ils auraient même anticipé cet événement. Merci. Alors, vous ne pouvez pas refuser quand on vous dit venez hein. vérifier et voir de par vous-même ce qu'on a fait et dites-nous s'il y a quelque chose, s'il y a un problème. Et quand on prend les décisions, vous revenez derrière. C'est là où moi je trouve que malheureusement on ne veut pas tirer les leçons du passé. Alors, le CLC, Joël Cadet, le CLC demande la mise en place d'un cadre de concertation avec les partis politiques parce que pour essayer de résoudre ces problèmes, toutes ces critiques par rapport à ce processus électoral en cours. Madame, le CLC, c'était Madame Kandolo. Le CLC, c'était le professeur Ndaïwel. Le CLC, ce n'est pas mon ami, maître, qui n'est qu'un porte-parole très proche de Moïse Katumbi. Il en fait partie aussi. Non, il n'en faisait même pas partie à l'époque. Il y avait 7 personnes, il y avait 7 noms. Citez-moi celui qui représente le CLC aujourd'hui. Kabound l'avait dit à l'époque, que l'Église catholique donnait 50 et l'UDPS donnait 50. Que le CLC aujourd'hui convoque une marche et je verrai comment ça va se passer. Donc c'est juste pour vous dire que les gens, il était hier avec notre ami qui était en Angola, qui est allé mourir Ndokolo. Avec Ndokolo. On ne l'a jamais vu dans le CLC. C'est un ami, c'est un frère, je partage. Mais est-ce que le problème c'est la personne ou le problème c'est les critiques? Non, je dis bien ceci. On connaît avec qui... Non, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. C'est tout ce que je puis dire. Il entre Katumbi, il vit de Katumbi, et il mange Katumbi, il bouffe Katumbi, et on peut comprendre. Or, aujourd'hui, dans toute l'opposition, tous les partis politiques, montrez-moi, Madame Gisèle, un seul parti qui se prépare aux élections. Même l'Église catholique qui a participé dans tout ce que la RDC a connu comme une humiliation depuis la colonisation et même dans le rôle de la balkanisation de notre pays, je vous dis que l'Église catholique joue un grand rôle. Parce qu'aujourd'hui, M. Ambongo, qui rime avec... Là aussi, il faut apporter des preuves. Hein. On continue par rapport à... Non, je peux vous donner les preuves, madame. Je suis journaliste, historien du présent. Que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, l'Église catholique a toujours combattu contre la République démocratique du Congo. Donc ce ne sont pas des Congolais qui sont en toge, qui sont les vicaires. Ils ne sont pas des Congolais, ce sont des citoyens du Vatican. Revenons. Je voudrais vous dire, dites-moi un seul parti politique, je vous parle comme politologue, un seul parti politique qui se prépare aux élections. Parce que quand on se prépare aux élections, Madame Gisèle, on forme les témoins. Parce que ce sont les témoins qui sont les seuls acteurs qui peuvent intervenir lors de contentieux électoraux. Parce que lorsque vous avez fini les élections, ils sont dans les bureaux de vote, ils vont aller au centre de compilation, ils peuvent aller même au niveau du dépouillement au niveau national, et ils sont les seuls à contresigner les procès-verbaux, tant au niveau du bureau de vote qu'au niveau des centres de compilation ou même au bureau central de la CENI. Dites-moi qu'il s'agisse du parti de celui qui nous a plongé dans la faim, Matata Ponyo, qui a commencé, comment ça s'appelle, Bukangalonzo, les maïs, qui ont produit une université à Kindu, qui ont produit des écoles à Kindu, qui ont produit des hôtels à Kindu, ni de Katumbi, qui forment les témoins aujourd'hui. Dites-moi, vous êtes journaliste de terrain comme moi, dites-moi là, on vous a invité pour dire que le parti de Katumbi forme les témoins. Mais par contre... Peut-être qu'il est fort en coulisses. Hein. Non. Et puis, le fait déjà de se faire enrôler, ça S'il vous demande plaît. la volonté non. d'y aller. Oui. Se faire enrôler, c'est bien. Mais former les témoins, c'est mieux. Parce que c'est le témoin, même si Diana est candidat aux prochaines échéances électorales, il doit savoir que je dois avoir les témoins dans tous les bureaux. Parce que ce sont les témoins qui vont, que ce soit au niveau de la cour d'appel pour les députés provinciaux, que ce soit à la cour constitutionnelle pour les députés nationaux, ou pour les candidats présidents, ce sont les témoins qui vont apporter. Sinon, ce sera encore l'Église catholique avec les smartphones que Katumbi va leur offrir ou que l'Union européenne
va offrir, qu'on va nous présenter comme la honte, le ridicule que nous a offert Martin Fayoulou en 2019, oui, avec des smartphones, avec des cartons qu'on pouvait amener, avec mon ami ici, Pouela. Moi, j'avais honte à leur place. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui... Mais c'est ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tout le monde se prépare à la contestation des élections. C'est pourquoi on a contesté même l'enrôlement avant qu'il ne s'effectue. On conteste l'audit avant qu'il ne s'effectue. Alors que la CENI a lancé la campagne, qu'est-ce que je dis? L'appel d'offres pour que les gens postulent. Les gens ont postulé. J'ai vu un jeune frère, tant au niveau international qu'au niveau national, les gens devraient postuler pour participer à cet audit. Pourquoi l'Église catholique n'a pas envoyé ses experts? Pourquoi l'Église protestante ou mon pasteur, mon aumônier Senga, ne s'est pas prêté ou n'a pas présenté pour l'audit? Oui, mais parce que l'appel d'offres était international. Il était lancé. Donc même vous, si vous présentez l'expertise électorale, vous pouviez postuler pour aller auditer le fichier électoral. Mais il y avait déjà des problèmes par rapport à la question de temps, parce que l'OIF a rejeté par rapport à la question de temps, qui dit quelqu'un de crédible ne pourra pas venir auditer dans ce temps de 5 jours. Non, l'OIF, on sait qu'elle est conduite par Mouchkiab. Mouchkiab qui a tenté de tuer Tshisekedi dernièrement ici, qui est secrétaire général, dont le pays d'ailleurs n'est plus francophone, mais qui dirige l'OIF. Et on connaît les combines qui se sont déroulées. On dit que c'est un faux débat. Ce sont les Congolais. C'est technique, c'est pas politique. Non, non, s'il vous plaît. Ce sont les Congolais qui se sont levés pour dire on ne peut pas laisser le contrôle de notre fichier électoral entre les mains de Kagame. Parce que l'OIF organiserait l'audit, tout le secret de nos élections serait entre les mains de Mouchiki Abo, et par conséquent, Kagame aura le contrôle du processus électoral dans notre pays. Ce sont les Congolais qui se sont levés pour dire non. Et vous connaissez que nous tous, nous avions même levé le ton à l'époque pour dire qu'on quitte cette organisation internationale. Parce que nous ne voyons pas ce qu'elle nous apporte. On peut même changer de langue, on peut même adopter aujourd'hui le Swahili ou le Lingala comme langue nationale, parce que le Lingala se parle partout. Je crois, le jour où nous aurons un président vraiment révolutionnaire, comme Zelora Désiré Kabila, je ne connais pas le rôle qu'il a joué dans ce pays, pour répondre à Maïgardi Diana. Je ne me connais pas le rôle qu'il a joué, mais nous aurait-il présenté sa première dame comme la question lui posée par un de nos confrères, on n'aurait pas tombé dans beaucoup d'erreurs qui nous sont arrivées. Alors, au-delà de tout, Joël Cadet, pourquoi est-ce que la CENI, pourquoi selon vous la CENI ne répond pas à la demande de l'opposition d'organiser des concertations pour mettre tout au clair? Vous ne voyez pas que ça va vraiment amener à baliser le chemin pour des élections apaisées, crédibles? Madame, personne n'est prêt pour les élections, surtout dans l'opposition. Parce que vous ne sentez pas un discours alternatif, vous ne sentez pas une alternative qu'ils proposent. Tous ils sont dans des injures. Vous ne sentez pas quelqu'un qui vous vient avec un programme. J'ai aimé la question posée par mon confrère, pour ne pas le citer, Christian Lusakweno, à M. Kamitato, l'ancien président, deuxième personnalité de la République, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Proposez votre programme alternatif par rapport à ce que Tshisekedi fait. Il dit nous n'avons pas de programme. Mais ils n'ont que des injures. Ils n'ont que des critiques. Des critiques fondées sur du nulle part, fondées sur du néant. Donc, c'est pour vous dire que l'opposition ne se prépare pas aux élections. C'est pourquoi ils sont derrière les conciliabules. Parce qu'ils savent que si on organise les conciliabules dont ils ont besoin, ils ont un peu se refaire de la santé financière et par conséquent se préparer aux élections. Parce qu'ils cherchent une transition. Donc, ce qu'ils demandent là... Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas du vrai dans ce que l'opposition réclame? Il n'y a pas du vrai. Parce que s'il y avait du vrai, que les gens se préparent aux élections. Quelle élection? Des élections? Mais moi, je vous ai dit, madame... Manipulées... Non, madame, je vous ai dit ceci. Ok, si les élections sont manipulées, corrompues, préparez les témoins.
Il ne faudrait pas acheter les Mais les prémices sont déjà ne sont non, pas mais bonnes. quelles sont les prémices qui ne sont pas bonnes? Mais également, mais écoutez, quand vous êtes dans l'opposition, moi je suis candidat, si je puis l'être, mais il faudrait que je prépare les témoins. Parce que ce sont les témoins qui vont constater les irrégularités des élections. Ce sont eux qui vont faire. Les observateurs, on ne peut même pas, un observateur ne peut pas recevoir les cadeaux d'un candidat. Mais vous avez vu ce que l'abbé Cholet nous a offert ici comme le ridicule, comme la honte. Ils ont reconnu qu'ils ont reçu les cadeaux d'un candidat président de la C'est République. comme on dit aussi que la commission électorale est manipulée par le pouvoir. C'est ça? Non, mais écoutez, chacun est en train de critiquer, c'est ça? Madame, c'est ce que je dis. C'est ce que je suis en train de guerre, hein? On dit non, que la c'est ce que je suis commission en train est de entre vous les mains dire. du pouvoir, Non, on dit de ce l'autre qu'on côté. attend de l'opposition, qu'elle se prépare aux élections. Si vous préparez, si vous sentez, si vous pressentez qu'il y aura une corruption quelque part, vous sentez qu'il y aura une quelconque manipulation quelque part, la moindre des choses à faire, c'est quoi? Vous préparez vos témoins pour qu'ils contestent réellement. Mais ici, vous sentez que les gens s'attendent à ce qu'il y ait une contestation sur la rue, que les gens, il y ait contestation des résultats pour organiser une sorte de transition afin qu'ils entrent dans une sorte alors le 20 mai, c'est coalition. demain, hormis l'audit, hein, les résultats de l'audit que les experts, les 5 experts vont présenter. Il y a également des manifestations. Marguerite Diana, il y a l'ACP, hein. L'ACP c'est du gouverneur, il y a les jeunes de l'UDPS, il y a également des gens de la MOUCA, et le gouverneur a autorisé toutes ces manifestations. C'est pas du désordre ça. Merci pour la question. Pouvons encore de revenir en arrière pour parler de la question de la CENI. Vous posez la question pourquoi ne pas organiser un dialogue pour écouter les politiques. Depuis quand on va réunir les politiques pour parler d'une question d'ordre technique? Est-ce que l'audit du fichier Mais ils font électoral... partie, ils sont des parties prenantes. Non, mais justement, être partie prenante ne vous confère pas d'office les qualifications pour pouvoir intervenir dans la chaîne technique. Est-ce qu'il y a dans les formations politiques des experts en cette matière-là? Ça, c'est le malheur du Congo. C'est-à-dire cette forme de politicocentrisme. On voit tout sur le point de vue politique. Je vous ai dit ici que l'opposition, moi j'ai suivi toutes les propositions. Ils ont dit qu'il faut faire appel à un cabinet externe pour pouvoir auditer le fichier électoral. C'est une bonne chose. Mais comment avoir ces cabinets-là? C'est par l'appel à candidature. La CENI aurait choisi, décidé de prendre un seul cabinet. On aurait gardé cet argument pour dire que ces cabinets-là a été inféodés, achetés par la CENI. Manipulé. On décide de faire un consortium des experts nationaux et étrangers pour former un groupe, un consortium et faire ces fichiers-là. Ça reste un problème. Ça, c'est... Les politiques sont dans leur élément de langage. Je vous ai déjà dit ici que, puisque ça tient lieu d'un élément de langage, ils ne peuvent pas prendre des initiatives allant à contredire ce qu'ils disent eux-mêmes. Ils doivent rester cohérents dans ce qu'ils disent, puisque au départ, leur problème, c'était la tête de Denis Kadima. Dans les faits, ils ne veulent pas cautionner le reste, même quand ce dernier se bonifie et entend les critiques Il a changé. et corrige. Moi, je vous l'ai dit toujours, moi, au départ, j'étais très critique avec Denis Kadima. Quand je vis comment on a commencé le processus d'enrôlement, les difficultés rencontrées, je me disais, on n'irait pas loin. Mais heureusement, ce que les suggestions et autres, ils en ont tenu compte et ils ont corrigé jusqu'à atteindre les résultats. La seule façon de pouvoir, comme mon grand frère, que j'aime beaucoup... Quand vous parlez de corriger, s'il est au service de quelqu'un, il a aussi changé. Il a rejeté la personne. C'est ce que l'opposition dit. Hein. Votre argument des s'il est au service de quelqu'un... Ce sont les arguments des opposants. C'est vous l'opposant sur le plateau, d'accord. Le problème n'est pas ça. Le problème, c'est que ça, c'est un élément de langage. Le bonheur, on reconnaît un homme intelligent qui sait s'adapter au contexte. C'est-à-dire que quand il y a des difficultés, il sait le corriger et pouvoir aller de l'avant. Il ne faudra pas qualifier les infractions avant les actes. Comme il est parti au niveau du fichier électoral, il dit qu'il a enrôlé 95%, contrairement aux chiffres attendus. Maintenant, la problème, c'est que la seule possibilité... Avec des partis qui n'ont pas été touchés, certains coins du pays. Certains partis pour des raisons d'insécurité. Je vous ai toujours dit, il y a une difficulté entre les contraintes d'ordre légo-technique et les contraintes d'ordre politique. À ce niveau-là, c'est des contraintes d'ordre politique où les politiques doivent se mettre d'accord pour trouver un compromis. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une possibilité d'organiser un système qui permettra à la CENI d'atteindre les zones occupées par le rebelle ou pas? Donc, en gros, ici, le problème, c'est que si on doit organiser un dialogue pour l'audit du fichier électoral, dès qu'on aura la loi sur la répartition des sièges, on aura un autre dialogue. Dès qu'on lancera l'appel à candidature pour les élections, on aura un dialogue. Et croyez-moi, les dialogues, on en aura autant sur l'ensemble du processus électoral, ce qui n'est pas faisable. Je crois que la meilleure des choses à faire, c'est que les partis politiques se préparent. Et s'ils veulent, s'ils estiment qu'il y a
des irrégularités, vous avez la possibilité d'engager aussi des cabinets pour pouvoir mener des enquêtes externes et déterminer avec éléments à l'appui que finalement il y a eu une transaction illicite entre la CENI et ceux qui organisent l'audit du fichier et le traduire devant la justice. Pas continuer constamment à faire des allégations ou encore être dans le domaine de la divination. C'est pas convenable. Voilà, merci. Alors, revenons sur la question de l'organisation. Vous parlez du désordre. Effectivement, je suis d'accord que c'est du désordre, dans le sens où, à la base, on sait tous que l'opposition avait demandé de pouvoir marcher. Une marche, c'est vrai, ils se sont reposés sur d'éléments d'effet de société, mais la vérité, c'est que c'est un rapport de force parce qu'on est à la veille des élections et qu'on est dans la bataille de l'opinion. Dès lors que les adversaires en face, l'Union sacrée, qui voulait aussi prouver au chef de l'État sa capacité de mobilisation, a rempli les stades des martyrs, a prouvé qu'il y aurait de l'ancrage au sein de l'opinion, il a fallu que cette opposition, cette plateforme nouvellement constituée, venue des différents horizons, parce qu'il faut dire vrai, la MOCA est presque KO, n'existe plus, il fallait que l'opposition trouve une autre figure, un autre visage, et ces mouvements mis en place tout récemment devraient aussi faire ses preuves, voire aller vers ce test et grandeur nature, voir si au niveau de la population il y a une forme d'adhésion. Et je crois qu'à ce niveau ici, c'est ça la stratégie, c'est ça la dynamique de cette marche-là. Et on verra comment ça va y aller. Mais malheureusement, quand les jeunes de l'UDPS veulent aussi marcher, heureusement ou malheureusement, nous sommes dans un État démocratique, c'est le choix qu'on a fait, la liberté d'expression. Ils ont le droit aussi de pouvoir marcher comme ils le veulent, autant que l'ACP. Mais malheureusement, l'ACP, c'est là où je trouve que Gentilini Ngobila, comme d'habitude, n'a pas pris la bonne mesure ou ne s'est pas retrouvé du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire, ça serait, on ne peut pas être, c'est vous le gouverneur, autorité morale de cette formation politique qui d'ailleurs, dans les faits, reste une contre-indication parce que c'est incompatible avec les fonctions politiques qu'il occupe. Mais vous décidez aussi de laisser votre parti marcher le même jour et ses constituants protagonistes aux gens qui veulent marcher, ils n'aident pas. Ce n'est pas aider le pouvoir. Je ne pense pas qu'il devrait réfléchir dans ce sens-là. La meilleure des choses à faire pour mettre cette opposition devant une évidence, c'est de la laisser marcher et voir si effectivement, parce que c'est une plateforme récemment née, ils ont besoin de vérifier, de tester dans l'opinion s'il y a de l'ancrage, s'il y a de l'engouement. Et laissez-le faire leur test et grandeur nature. Je crois que ça permettra à vous, en tant que pouvoir politique, d'élaborer des stratégies, voir comment contraindre. Pour pouvoir établir une bonne stratégie, il faut être en mesure de pouvoir jauger la vraie force populaire de ses adversaires. Quand vous le faites, il vous est impossible de pouvoir évaluer la véritable force des gens et vous risquez de mettre des stratégies qui risquent de ne pas marcher parce que vous aurez eu un diagnostic posé à la base qui était mal fait. Alors, on va terminer avec Joël Cadet. Ça rappelle un peu des pratiques décriées à l'époque du pouvoir passé, ce qu'on avait vu sur le boulevard Triomphal, où il y avait un match des militaires qui a battu le record de la durée du match. On se rappelle un peu de ça. Un match qui a duré toute une journée. Toute une journée. 12 heures. Et ils étaient performants. Hein. Et je vous informe que j'avais couvert ce match-là. Vraiment. Non, moi je crois que le sang qu'a avalé Ngobila à Yombi, dans le Maïndombe où il était gouverneur, il n'en est pas encore désaltéré. Donc il a encore besoin pratiquement que le sang coule à Kinshasa. Parce que moi je ne vois pas pourquoi on doit interdire une marche, d'abord de l'opposition, parce qu'il faudrait que la démocratie puisse respirer. Mais pour que la démocratie respire, permettez à Matata de marcher. La dernière fois, ils ont marché. Permettez-leur. Peut-être qu'il n'y aura même pas d'immense. Non, mais pourquoi permettre que l'ACP, son parti politique, qui n'a même pas une base parce qu'il a recruté par force les bourgmestres et consorts. Mais pourquoi organise-t-il la marche le même jour? Pourquoi l'UDPS doit organiser la marche le même jour? Mais je crois qu'à un moment donné, on doit être sérieux. On ne peut pas copier le mal d'hier. Vous veniez de le dire. Non. Laissez l'opposition respirer, laissez l'opposition marcher, et ça va vous permettre de faire votre baromètre par rapport à ce que vous avez fait. Pourquoi le jour où l'Union sacrée a tenu son meeting au stade des Martyrs, l'opposition n'a pas cherché également à tenir son meeting, par exemple, au stade Tata Raphaël? Mais ça, moi j'ai comme l'impression que ça ne sert en tout cas à rien d'organiser un désordre dans la ville. Je crois que
comme je l'ai toujours dit, qu'il s'agit de l'insécurité dans la ville de Kinshasa, il y a une sorte d'absence de l'autorité de l'État à Kinshasa. Et Ngobila, malheureusement, il est parrainé par certains amis du président de la République qui sont venus de l'Europe et à qui il est en train de caresser dans le sens de poil. Il le laisse faire, mais moi je crois que c'est vraiment une mauvaise stratégie d'organiser la marche de son parti politique sans base, de permettre aux autres partis du pouvoir d'organiser aussi leur marche de soutien aux institutions, qu'il laisse que demain que l'opposition soit sur la rue. Parce qu'on connaît à Kinshasa, quand moi je suis arrivé, je suis serviteur de Dieu, je n'en ai jamais eu honte. Quand j'ai voulu remplir mon église, quelqu'un m'a dit ceci, un serviteur de Dieu. Les mêmes qui viendront au concert de J.B. Piana, les mêmes viendront au concert de Mike Kalambay, les mêmes viendront au concert de Mama Lombongo. Et j'ai commencé à inviter ses sœurs et ses frères qui sont venus. Mais heureusement pour le Seigneur, quand ils viennent, quand j'ai invité Mike Kalambay dans mon église, quand j'ai invité Papa Franck Moulaja, quand j'ai invité Papa Henri Papa, quand je les invitais dans mon église, tous ceux qui venaient comme païens, ils viendront, mais au moins la parole du Seigneur va toucher un. Et la plupart sont restés dans mon église jusqu'à ce jour ici. Donc c'est justement pour vous dire, ceux qui sont venus, par exemple à la manifestation de l'Union Sacrée, ils viendront également à la manifestation de l'opposition. Laissez que la démocratie respire. Moi je ne suis pas d'accord qu'on organise un des autres le même jour avec une marche de l'opposition et une marche. Peut-être qu'il a besoin de boire du sang, que les gens s'affrontent, et lorsqu'il y aura affrontement, il y a mort d'homme, et puis on va condamner Tshisekedi. Moi je crois, et je le dis tout haut, M. Ngobila travaille contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Joël Kadé, c'est la fin de kiosque. En 30 secondes, je voulais demander, faire une dénonciation. Il y a un élément. Comme d'habitude, le ministère de l'Urbanisme, un peu comme on a fait avec l'Athénée ici à Gombe Disséqué, l'Athénée de Lubumbashi. Heureusement que le prophète Mwikeu et son IPP Nicolas Nyangui ont visité hier. Il y a le ministère de l'Urbanisme qui autorise les constructions des maisons d'habitation au sein de l'Athénée, d'une école. À Lubumbashi. À Lubumbashi. Lubumbashi est une ville où la gratuité n'y était les efforts du ministre Tony Mwaba et de ses collaborateurs sur place, Nicolas et Joseph, auraient du mal parce que les écoles publiques sont plus faibles que le nombre des écoles privées. Et quand ces écoles de référence commencent à subir de la part de l'État, je parle bien de l'État, le ministère de l'Urbanisme qui autorise qu'on construise des maisons d'habitation dans les écoles de l'État, ça veut dire qu'il y a un problème. Je profite pour le dire ici pour que les autorités l'entendent. Que le Premier ministre essaye de résoudre ces problèmes, sinon on risque de jeter en pâture cette gratuité qui a déjà beaucoup du mal à tenir. Kiosque est fini. Merci Maïga Didiana, merci Joël Kadé, merci à l'équipe technique, Karine Bébé, Moron Djambé, Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs. C'est pas encore la campagne. Et téléspectateurs et auditeurs. Non, il était déjà élu en 2000. Nous nous retrouvons début de week-end. Nous nous retrouvons lundi avec le même plaisir. Au revoir.